Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlie Bregman pour cette nouvelle conversation entre zèbres. Je suis Marjorie Véron, spécialiste de la transformation personnelle et professionnelle des zèbres HPI multipotentiels. Charlie, merci beaucoup d'accepter cette Bonjour, invitation. Bonjour. et à toi, merci beaucoup. Avec joie. J'aime bien partir du principe qu'on a tous une histoire. Est-ce que tu veux nous partager un bout de la tienne? Ouais, je veux bien, ça va être un peu compliqué, mais une histoire, c'est toujours très riche, surtout que plus on avance dans le temps, plus c'est riche, plus on comprend des choses qu'on n'avait pas compris avant. Donc oui, oui, mais carrément, ouais, carrément. Je ne sais pas par où il faut commencer parce que on peut prendre cette histoire dans n'importe quel ordre en fait, et l'ordre chronologique n'est pas forcément le bon ordre d'ailleurs, Ok. je pense. Toi, t'aimes bien raconter des histoires en plus. Ouais, j'aime bien. Je te laisse carte blanche pour raconter ton histoire en commençant Ouais, par le bout qui te va bien. d'accord. Alors, par quoi j'ai commencé? Ben, on va partir, sur le thème des zèbres, effectivement. Moi, je me suis rendu compte que j'étais «zèbre» entre guillemets, parce que c'est une étiquette et comme tous les zèbres, en fait, on déteste ça. Mais j'ai découvert cette étiquette de zèbre il y a quelques années seulement. Moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans. J'ai réfléchi parce que ça change tout le temps. J'ai 46 ans et j'ai dû découvrir cette étiquette il y a à peu près 5 ans, quoi. Avant, je me sentais différent, je me sentais atypique, et je voyais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Je me demandais même si j'avais pas quelque chose de l'ordre, d'un espèce d'autisme mais je me sentais différent par rapport à cette norme qui nous a imposée entre guillemets par la société, qui consiste à n'exister qu'à travers le regard des autres. Et moi, je me suis toujours rendu compte que ça ne me convenait pas. J'étais pas heureux comme ça. Je m'en suis pas rendu compte. En fait, j'ai mis 40 ans pour m'en rendre compte. En fait, ça a été très long. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'ai dû arriver à des étapes où mon corps même a dit non. C'est-à-dire que en fait, c'était plus possible. Il y avait une accumulation de plein de frustrations que je comprenais pas et qui m'ont aidé à comprendre que, en fait, le bonheur, c'est pas ça, c'est pas à travers ce qu'on renvoie aux autres, mais c'est vraiment par rapport à soi. Et donc, il ne faut pas être dans l'apparence, il ne faut pas être dans l'image, il ne faut pas être dans des jeux de rôle sociaux. Et dans le monde professionnel, on est beaucoup dans des jeux de rôle. Mais quand on se reconnecte à soi, c'est différent. Là, on est moins dans le mental, on redescend un petit peu dans le cœur. Et là, ça devient intéressant parce qu'on comprend mieux comment on fonctionne et ce qui est vraiment intéressant pour soi, en fait. Donc, moi, je considère que je suis né il n'y a pas longtemps, en fait. Ok. Je considère que les 40 premières années, à peu près, je dis 40, peut-être que c'est 38, peut-être que. Mais grosso modo, il y a eu 38 ans, 40 ans d'égarement, quoi. C'était à peu près Mhm. ça. Qu'est-ce qui Je me fait que tu suis, t'es reconnecté? j'ai fait un burn-out en 2013 et ça m'a vraiment remis sur les rails, en fait. Et tout reposait sur, en fait, je pense que je recherchais, ce que je voulais faire, c'était sortir de, comment dire? De la recherche de l'argent, de la sécurité financière, en tout cas, le plus vite possible. Donc je travaillais beaucoup. J'essayais, de rembourser mon prêt le plus rapidement possible et cetera, quoi, pour être libre, pour me sentir libre. Parce que je sentais que j'étais pas libre, par rapport à ça. Mais j'avais pas identifié que cette liberté, elle était pas par rapport à l'argent, mais par rapport au regard des autres et par rapport à des rôles qui me convenaient pas vraiment, en fait. Donc, ouais, ça a été un peu long et le burn-out, c'est quand le corps a dit stop, en fait. Il y a une accumulation de plein de choses qui sont arrivées en même temps et là, je me suis rendu compte que j'étais anéanti. Au niveau énergie, j'étais à zéro, je ne pouvais plus rien faire, en fait. Donc, j'étais travailleur indépendant déjà depuis quelques années, depuis 4 ans, mais
même en ayant fait ce choix d'être travailleur indépendant, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureux parce que j'étais encore dans un système dans lequel je ne privilégiais pas mes valeurs, mais je ne pouvais pas parce que je n'en avais pas conscience en fait. Je pense que c'était vraiment ça. Il fallait vraiment que je fasse un travail sur moi pour prendre conscience de ce qui était important pour moi et pas forcément pour les autres et pour faire plaisir aux autres. Parce que je pense que quand on est zèbre, on fonctionne un peu comme un caméléon. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Euh, on a cette espèce d'intelligence émotionnelle qui fait qu'on capte les attentes des autres. Et je ne sais pas si c'est une recherche de reconnaissance ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, on capte ce qu'ils veulent et on leur donne ce qu'ils attendent. Mais en faisant ça, on s'oublie. Donc, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est-à-dire, on est un peu dans un sauveur, entre guillemets, peut-être. On est, enfin, pas forcément sauveur, mais à toujours rendre service, toujours être à l'écoute, etc. Mais on est bienveillant avec les autres sans se rendre compte qu'on n'est pas bienveillant avec soi-même. Donc, il y a un moment donné où le corps s'effondre et il On faut a une faire grande face. capacité d'adaptation, effectivement, mais on reste des êtres humains et elle est limitée. Et quand on a dépassé cette capacité d'adaptation, ben, le burn-out est rarement très loin. C'est le corps qui lâche, quoi. Puisque Ouais. j'ai remarqué avec pas mal de zèbres aussi, on a tendance à se couper du corps aussi, du coup, de ne pas écouter les messages jusqu'à ce qu'ils finissent par crier très, 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 très fort et qu'on n'ait pas d'autre choix que de l'entendre. Ouais. Et Ouais, du c'est coup, ça. burn-out, même en étant indépendant, ça c'est quelque chose que j'ai connu aussi. D'abord l'ennui au travail. J'ai été avocate moi, pendant une dizaine d'années. C'était super au début, puis ça a perdu son sens pour moi en cours de route. Donc c'est devenu ce qu'on appelle des bore-out, donc un ennui profond. Puis après, je suis partie donc complètement autre chose. Et là, je suis passée de l'autre côté, du côté du burn-out, toujours en étant indépendant, mais à vouloir courir toujours, quoi, à courir toujours après plus de ceci, plus de cela. Et donc l'indépendance n'est pas un anti-burnout, Non, carrément pas. carrément pas. Par contre, la liberté psychique, mentale, intellectuelle, pour toi, ça c'est la clé Ouais. anti-burnout, anti-suradaptation pour un zèbre notamment. Ouais, c'est ça. Je pense que quand on est zèbre, on fonctionne à l'envers par rapport en fait, on est dans une société où on nous demande, depuis en fait, la scolarité, on nous demande d'apporter des réponses. En fait, le zèbre, il fonctionne à l'envers. Lui, les réponses, il s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, on aime se poser des questions. Donc, c'est vrai qu'il y a une inversion par rapport à ça. Et le fait de se poser des questions, ça ouvre, enfin, ça permet de se recentrer sur soi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une introspection et on se rend compte qu'on ne peut trouver finalement les réponses à la réussite, entre guillemets, qu'à l'intérieur de soi, parce que en fait, la réussite, c'est pour chaque personne, ça va être un petit peu différent. Et ouais, c'est très subjectif. On est dans une société qui nous fait croire que la réussite, c'est la réussite sociale. Il faut grimper dans la pyramide, il faut avec des classes sociales et tout ça. Et en fait, non, c'est absolument pas ça. Moi, je connais des gens qui sont assez hauts dans la pyramide, avec de très grands salaires et qui sont malheureux, quoi. Mais vraiment malheureux. Donc, en fait, la réussite, c'est peut-être être heureux, tout simplement. Mais pour savoir ce qui nous rend heureux, il ne faut pas demander aux autres, il ne faut pas aller voir dans les yeux des autres ce qu'ils ont comme réponse, parce qu'eux, ils vont apporter leurs croyances à eux, et c'est les leurs. Ce n'est pas forcément celles qui nous conviennent. Donc moi, j'ai trouvé mes réponses, effectivement, en prenant ce temps-là pour mieux me comprendre, en fait, savoir ce qui était important pour moi. Qu'est-ce que tu Donc, as fait justement? Qu'est-ce que tu as mis en place pour trouver ces réponses? Tu parles de temps, tu dis que ça a pris du temps. ouais, ouais. Ben, j'ai accepté effectivement cette période de non-productivité euh, c'est de la non-productivité au niveau de la réussite sociale, de la réussite financière. Effectivement, ça m'a coûté du temps, donc de l'argent, puisque je n'ai pas produit de l'argent. Mais par contre, ça a été très productif pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai trouvé la clé, j'ai trouvé un vrai trésor, en fait, quelque part.
Et ça, je ne l'aurais pas trouvé sans y consacrer du temps. Ça veut dire, je me suis mis à faire des méditations aussi. J'ai découvert ça énormément. Des méditations, aller me promener en fait dans la nature, être au contact de choses essentielles en fait. Et prendre le temps, effectivement, prendre le temps. Parce qu'on est dans une société où on ne prend plus le temps. Même quand on est riche, et plus les gens sont riches, plus il manque de temps au final. Et c'est ce qui les rend d'ailleurs profondément malheureux, je pense. Le temps, c'est la vraie richesse. Celui qui est riche de temps, s'il utilise ce temps-là pour effectivement se rencontrer, pour se reconnecter au niveau de son cœur et pas être tout le temps dans les peurs et quelque chose comme ça, et je pense que cette personne-là est très riche. Mm. C'est ce que tu partages aussi dans tes livres? Dans mes bouquins, j'essaye d'éveiller le lecteur à ça, en fait. Au fait qu'effectivement, on est responsable de notre propre bonheur, en fait. Euh, et être responsable, eh bien, ça implique un certain travail, en fait, à la base. C'est pas naturel, parce qu'il y a tout un travail de... C'est comme si on nous avait chargé de croyances qui vont nous ralentir dans ce travail-là. Donc il va falloir leur faire face, repérer celles qui ne conviennent pas, celles qui appartiennent aux autres et celles qui relèvent d'inconscience plus que de conscience en fait. Moi je pense que vraiment en fait la clé c'est prendre conscience de qui on est. Et avant ça, avant cette confrontation, j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu comme des robots. On parle beaucoup d'une époque d'intelligence artificielle et tout ça, mais en fait, on est en plein dedans. En fait, nous-mêmes, quand on parle de notre intelligence, on fonctionne comme des robots. En fait, on fonctionne exactement comme des programmes. À l'école, on nous programme, nos parents nous programment. C'est pas un jugement en fait de dire ça. Même moi, en fait, en étant parent, euh, on projette des croyances, des choses, etc. sur nos enfants. Si aujourd'hui je devais être parent, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, il y a des choses que je ferais différemment. Parce qu'effectivement, je me rends compte que j'ai projeté, sans le vouloir, des peurs sur mes enfants. Et j'ai l'impression qu'on est dans une société qui est complètement toxique. On nous balance des peurs, il n'y a rien qu'à voir les informations que je ne regarde plus depuis au moins 15 ans. Là, on est dans une période assez particulière en plus. Là, en plus, c'est très particulier. Alors là, ça a pris des proportions incroyables, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que on nous fait croire que la responsabilité, c'est de regarder les peurs en face. Ok, ça je veux bien. Mais le problème, c'est que quelle valeur on donne à ces peurs en fait? Est-ce que c'est bien de privilégier quand je vois qu'un journal qui va durer 30 minutes, qui va nous balancer des peurs pendant peut-être 28 minutes, c'est un choix en fait. On a fait le choix de montrer des peurs plutôt que ce qui va bien. Mm. Et moi, dans mes livres, j'essaie de faire l'inverse, en fait. Je me suis interdit de publier des bouquins. J'ai écrit des textes où, en fait, j'étais pas très bien et j'ai l'impression que c'est pas productif. En fait, ça n'apporte rien aux autres. Enfin, ça n'apporte rien dans la manière où je le faisais. Il y avait beaucoup d'inconscience, en fait. Et partager des inconsciences, c'est un peu stérile, en fait, je trouve. Oui, Donc moi, si tu n'as pas conscience de toutes les étapes qu'il est nécessaire de mettre en place parce que tu l'as fait personnellement, que tu as accompagné quelqu'un à le faire pour traverser cette peur, c'est plus de l'information, c'est juste de la livraison émotionnelle, presque de la décharge émotionnelle de tiens, voilà mes peurs, je ne sais pas quoi en faire moi non plus, mais tiens, c'est ça, c'est ça. On se débarrasse en fait. et on perd sa Et au responsabilité. final, voilà. Et au final, on est toujours dans le rôle dans les jeux de rôle du triangle de Cartman. Ouais. On fonctionne là-dedans, bourreau, sauveur, victime. Et bon ben voilà, en fait, je vais pas bien, je suis en mode victime, je me décharge, mais ça sert à rien en fait. C'est pas productif. On Non. tourne en boucle en fait là-dedans. Donc Et tu as raison quand tu dis la solution, c'est de reprendre sa responsabilité.
Mais il y a quelque chose c'est quelque chose qui est relativement difficile à faire pour une majorité de gens parce qu'on vit dans une société quand même assez d'assistanat. On ne nous a pas appris à être autonome. Autonome à l'origine, ça veut dire qu'il fixe ses propres lois. Et c'est pas du tout ce qu'on nous apprend à faire. On nous dit, tiens, il y a des lois et on nous apprend à respecter un cadre, une structure, la discipline. C'est devenu des mots qui sont presque des gros mots, quoi. Alors qu'en fait, la solution, c'est ça, c'est de choisir tes propres lois, ta propre discipline et ta propre structure, puisque on dit je veux vivre libre, mais libre, on ne peut pas être libre. Libre, ça veut dire faire ce que je veux quand je veux. C'est pas possible, pas dans une société avec d'autres êtres humains. Donc Non. la liberté, je te rejoins là-dessus, c'est une liberté psychique, mais qui implique de prendre un certain nombre de responsabilités. C'est pas un gros mot, quoi. Être libre, ouais, en fait, c'est exactement ça. Ça implique une très, très grande responsabilité. Et ça implique un gros travail de conscience, en fait, de conscience de soi pour mieux comprendre les autres. Parce que moi, je suis persuadé que plus on creuse à l'intérieur de soi, plus on se rapproche des autres, en réalité. Même si ça peut paraître complètement l'inverse, on a effectivement la première étape, c'est qu'on se coupe des autres, mais en réalité, c'est le meilleur raccourci, en fait. Mm. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, c'est très difficile de comprendre les autres. Si on ne les comprend pas, on va les juger, on va se couper d'eux, on entretient une illusion de séparation sans arrêt, et c'est pas la solution, en fait. On entretient des peurs, en fait. Et, et je pense que s'il y a un avenir à cette civilisation, on ne peut pas le trouver dans les peurs. C'est pas possible. Il va falloir se reconnecter au niveau du cœur, en fait. C'est ce que j'essaye de dire dans mes bouquins, mais c'est euh, c'est un travail, en fait, parce que c'est pas naturel. C'est ça, c'est pas naturel. Ces peurs, c'est quand même des peurs qui nous appartiennent, mais qui sont aussi ancestrales, archaïques. La peur Bien d'être sûr. rejeté, la peur d'être Mhm. isolé. C'est des choses qui étaient vitales à une certaine époque. Donc, c'est là où c'est complètement inconscient, toutes ces choses-là qui sont projetées, et que le travail sur soi est nécessaire pour aller les mettre à jour. Mais c'est un sacré boulot, hein. C'est un gros boulot, ouais. Ouais, ouais. Et on peut pas vivre sans peur, quelque part. Des peurs, on en a toujours, elles sont là pour nous protéger. Aussi. Mais il faut faire la part entre les peurs qui appartiennent aux autres, quelque part, et qui ne sont pas justifiées au final, et puis nos peurs à nous en fonction de là où on en est dans le travail de conscience. Je Mm. pense que plus on avance sur soi, plus on se comprend, et plus on dégomme des peurs qui n'avaient pas lieu d'être, en fait. Savoir que les peurs, enfin voilà, ça peut être des choses qui nous viennent de quand on avait entre 0 et 3 ans, quoi. C'est des espèces de traumatismes qui ont été pas forcément très bien interprétés, mais le cerveau, lui, il a vu un truc qui pouvait être dangereux, il a assimilé ça, enfin, il l'a mal rangé, et en fait, ça devient une peur. C'est comme, enfin, voilà, il peut y avoir un traumatisme comme ça, comme un jeune enfant qui tombe à la plage entre 0 et 1 an, et qui a du mal à respirer parce qu'en fait il y a de l'eau qui arrive et tout ça, il peut avoir plus tard une phobie de l'eau sans savoir d'où ça vient. Et c'est juste son cerveau qui a enregistré ça comme un danger absolument terrible. Donc voilà, il va falloir creuser sur. Enfin, je pense que c'est vraiment. Il faut même travailler avec d'autres personnes, hein. Moi, j'ai fait de la psychogénéalogie aussi. Et je me Ouais. suis, je me suis penché sur des trucs comme ça, quoi. C'est intéressant aussi. C'est C'est même fascinant, ça, parce que. c'est fascinant parce qu'on se rend compte à quel point ça se joue à différents niveaux entre l'enfance, la généalogie, les choses qui sont dans l'inconscient collectif, qui sont dans les Voilà, cellules, qui nous appartiennent pas. c'est C'est un fascinant. vaste sujet, ouais. C'est fascinant. Ouais, ouais, ouais. Et quand on se penche sur ce sujet-là, on se rend compte qu'il y a vraiment des. Moi, je m'étais rendu compte que dans mon arbre généalogique, jusqu'à 4 générations, en fait, il y avait un événement majeur qui tombait au même âge. C'est complètement fou, en fait. C'est Incroyable. donc un événement qui fait qu'à un moment donné, il y a la vie qui s'oriente dans une direction plutôt qu'une autre, quoi, et ça se répète comme ça. Mm.
Et j'ai lu aussi des livres sur les secrets de famille. Ça, c'est vraiment fascinant aussi, parce que c'est comme si la vie nous poussait à, à exprimer tout ce qui est secret, en fait. Je me suis beaucoup interrogé sur Facebook, parce que je passe pas mal de temps sur Facebook depuis quelques années, sur la notion de vie privée. Euh, et je ne sais pas si c'est une bonne chose, en fait, la vie privée. On vit ça pour se protéger. En fait, on pense qu'on s'est mis dans la tête qu'on a besoin d'une vie privée, qu'il y a des choses qui doivent rester privées. Moi, je suis persuadé que non, en fait. Je pense que la vie privée, c'est un frein, en fait. Mm. Il vaut mieux se parler ouvertement des problèmes, des sujets tabous, et ça permet de... Souvent, on se rend compte en parlant avec les autres qu'ils ont une clé en eux. Ouais. Les rencontres ne se font pas au hasard, en fait. Mm. Je trouve qu'il y a il y a toujours quelque chose à trouver. Oui, c'est vrai, c'est fascinant cette volonté qu'on a depuis quelques temps, alors je ne sais pas exactement quelques siècles sûrement, à vouloir cacher sa vie privée, garder secret certains aspects de notre vie, comme s'il y a des choses qui ne devaient pas être connues et sues de tous. Alors qu'en fait, si tout le monde faisait ça, il y aurait peut-être justement vachement moins de comparaison des uns aux autres, d'envie, de jalousie, parce que voilà, tout serait transparent et on se rendrait compte que chacun a une histoire, que tout le monde avait connu des difficultés, qu'on les a. Alors, il y en a peut-être qu'on estime plus ou moins graves, mais c'est notre façon d'y réagir, surtout, qui va être impactante. Et que tout le monde a traversé ces difficultés, que tout le monde connaît certaines difficultés qu'on connaît en fonction des âges qu'on traverse. Ça serait peut-être vachement plus facile comme ça, effectivement. C'est Ouais, intéressant. ouais. Et je pense qu'on progresse bien mieux en partageant avec les autres des expériences et des soucis aussi. Mm. Parce que on est forcément meilleur à plusieurs que seul, quoi. Et, c'est vrai que les secrets de famille qui peuvent ressurgir comme ça des générations après, moi je trouve ça hallucinant, quoi. C'est fascinant. Mm. C'est vraiment passionnant, ça. Ouais. La puissance, du coup, on se rend compte à la fois de la puissance de la généalogie, qui n'est pas forcément de la génétique. Pour moi, ça va peut-être même un peu plus loin, de l'épigénétique, puisque on grandit dans cette famille quand même, et ça, c'est transmis. Et la puissance de l'inconscient, quand même, d'être capable de reproduire de génération en génération des histoires, ça montre à quel point cet inconscient, c'est une véritable force qui est derrière nous, qui est puissante, vraiment puissante. Et c'est pas parce qu'on a amené ça à la conscience, en plus, qu'on a gagné la bataille. Non, C'est non, déjà un gros boulot de le faire remonter à la oui, conscience, mais après, il y a toute une autre partie du travail qui ouais. est aussi comment on change très concrètement les choses dans l'action. L'inconscient est responsable de la majorité de nos choix, de nos aspirations, de nos choix, de nos rencontres, de plein de choses en fait. C'est On dit vraiment... 90%, hein, Ouais, 90%, et c'est on ça. dit que 90% de nos pensées sont ressassées de la veille aussi. Ouais. C'est dire l'originalité dont on peut faire preuve certains C'est pour jours. ça que c'est important de travailler sur ses pensées aussi. Et, plutôt, enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus productif pour soi et pour les autres de travailler, enfin, de faire en sorte que les pensées négatives ne s'installent pas. Alors, c'est pas évident, surtout en ce moment, parce que là, bon, avec tout ce qu'on traverse, des pensées plus ou moins négatives, je pense qu'on en a tous. Mais rester focus sur le positif, hein, c'est porteur en fait. Moi, j'ai fait le choix, je pense, d'être optimiste. C'est pas. Avant, c'était naturel. Aujourd'hui, ça l'est moins. Mais j'ai fait ce choix-là, en tout cas. Mm. Euh, Quand je regarde la situation globale, bon, c'est une situation qui est quand même assez difficile, assez complexe, assez noire. Ce qui est anxiogène, c'est qu'on a des informations qui sont complètement contradictoires. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ça, je pense que ça génère vraiment un grand climat d'anxiété pour tout le monde, en fait. Ça, c'est un vrai problème. Mais, euh, mais du coup, j'ai fait un choix un petit peu fou, c'est que je me suis dit, bah, comme il y a des informations qui sont bonnes et des informations qui sont mauvaises, en fait, je vais faire le choix de prendre les informations en fait, qui sont bonnes pour moi et de miser plutôt sur ces informations-là, parce qu'elles me font du bien. Et si elles me font du bien, en fait, voilà, mes contacts avec les autres, ils vont leur apporter plutôt du bon.
plutôt que du mauvais. Si on se tire tous vers le bas, On va pas c'est s'en pas bon. sortir. Non, ça va pas s'en sortir. Mais ce que je trouve intéressant dans cette situation actuelle, c'est que justement pour une fois, on ne sait plus trop, ça part dans tous les sens, on ne sait plus trop qui dit vrai, qui donne des informations à vérifier ou pas, et qu'on en retourne du coup un peu au jugement personnel, au discernement, plus qu'au jugement, au discernement personnel de OK, à l'intérieur de moi, je sens ça comment, ça me paraît vrai, ça me paraît complètement fou. Et du coup, ça amène quand même les gens à retrouver une certaine autonomie par rapport aux informations qu'on leur délivre, d'être obligés de faire le tri, le choix et de choisir ce qui leur paraît vrai à eux. Parce que la vérité, en fait, dans la situation qu'on traverse aujourd'hui, je crois que personne ne la connaît. Non, ouais, je pense aussi. Donc, et puis dans l'absolu, la vérité avec un grand V, Oui, en fait, ça n'existe pas quelque part. c'est chacun la sienne en fait. Et Exactement. là, je trouve que ce qui est intéressant dans la situation, qui commence à faire un petit éveil de conscience à certains niveaux, c'est ça, c'est que comme on n'en sait rien, c'est à chacun d'aller trouver sa propre vérité et éventuellement de l'exprimer, puisqu'on a quand même une place d'expression là aussi qui s'ouvre, qui est importante. Donc je trouve que ça aura au moins le mérite d'avoir apporté ça. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est là qu'on voit que dans toute situation, c'est ni noir ni blanc, en fait. Il y a du noir et du blanc dans tout. Mm. Donc, voilà, à nous de faire le tri et de prendre ce qu'il y a de bon, en fait, d'essayer de trouver ce qui peut nous apporter quelque chose, en tout cas. Il y a toujours Exactement. un côté positif. Même dans les pires situations, je pense qu'il y a toujours un côté positif. Il y a toujours quelque chose à apprendre de ça. Ouais, pour moi, il y a toujours deux faces en fait. Il y a, même dans les choses positives, il y a une face un peu plus Pareil, sombre qu'on veut pas forcément voir. pareil. Mais voilà, il y a toujours ces deux aspects. Et effectivement, dans toute expérience difficile, je suis très partisane du fait de trouver la leçon, l'enseignement, qu'est-ce que je peux tirer, retenir de cette expérience. Mm. Je t'emmène sur un sujet complètement différent, Charlie, parce que j'aimerais bien parler de ça avec toi aussi. Toi, tu es un auteur prolixe auto-édité. Oui. Tu es partisan de l'auto-édition collaborative. Tu as même écrit des manuels pratiques là-dessus pour aider les auteurs à s'éditer seuls. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que c'est pour toi déjà l'auto-édition collaborative? Ouais. Alors, pourquoi collaboratif? Parce que en auto-édition, on pense que c'est l'auteur qui fait tout, qui est responsable de tout, qui fait auteur et éditeur en même temps. Bon, c'est un peu complexe en fait. Faire les deux en même temps, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de compétences aussi. Et une seule personne, je pense que c'est quand même assez rare qu'une seule personne puisse faire l'ensemble de tout ce qu'il faut faire pour faire un livre. J'en ai interviewé une, par exemple, c'est une zèbre, mais clairement, elle me l'a dit, c'est un boulot à plein temps. Voilà, c'est ça. Une Ouais, fois que tu as carrément, écrit, le travail commence. c'est ça. Mm. C'est un autre travail qui, ouais, en fait, le travail d'écriture, c'est la première phase. Après, effectivement, moi, ça pêche après. En fait, je ne sais pas forcément vendre mes livres. Donc, je sais les écrire et les publier. Et puis après, ben, je ne sais pas encore faire. Non, Voilà. on ne peut pas forcément être bon partout tout au long de la chaîne. Et en auto-édition collaborative, alors déjà dans toute la phase qui va jusqu'au livre publié, je travaille avec d'autres personnes. Alors pour moi, c'est des relecteurs, c'est des correcteurs, c'est surtout ça. Après, moi, je fais mes couves parce que j'aime bien faire ça, mais elles n'ont pas toujours été bien en fait. Je les ai changées. Les premières, il y en avait qui étaient vraiment pas terribles. Maintenant, je suis plus content de celles qui existent actuellement, même si bon, j'en ai deux qui sont quand même assez particulière, en tout cas plus se décaler par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Pour mes romans, en fait, je mise sur quelque chose de symbolique, d'un peu épuré, mais bon, c'est un choix. Mais j'aime faire ça, mais effectivement, je me rends bien compte que même si en orthographe, j'ai eu un bon niveau, parce que je pense que je suis plutôt sur la pente descendante depuis quelques temps. Peut-être parce qu'avec Internet, dès qu'on tape un mot avec une faute, ça le corrige tout seul et tout ça. Donc, je pense qu'on fait moins d'efforts. Paresse mentale, on perd je pense qu'on perd Ouais, tout simplement les chemins neuronaux qu'on a fait à force d'écrire, complètement. répéter encore et encore les mêmes mots. Je pense que c'est Ouais. tout simplement ça. C'est un Ouais, peu ouais, ouais. mais Donc, je me rends compte qu'effectivement, je fais des fautes que je ne faisais pas avant.
Et le fait de travailler avec une correctrice, déjà, c'est indispensable en fait. Mm. Si on veut faire un travail de qualité, c'est un strict minimum. Après, il y a des gens, pour les couvertures, ils ne savent pas faire, donc ils travaillent avec des graphistes. Et même pour les résumés des livres, il y a eu un moment où on se proposait des échanges de services entre auteurs, parce que c'est plus facile de faire le résumé du livre d'un autre Ouais, que du sien, parce qu'on manque toujours de recul, en fait. ouais, c'est sûr. Donc, ce genre, voilà. Donc, auto-édition collaborative, c'est ça. C'est mettre des compétences complémentaires en relation et puis voilà, travailler avec d'autres personnes. Et alors, comment on fait si on est auteur et qu'on veut participer à ce type d'expérience d'auto-édition collaborative? Il y a des sites, il y a... Non, il y avait un site qui avait commencé à se faire dans les années 2012-2013. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe sur ce site. Je crois que l'hébergeur, d'ailleurs, enfin oui, c'est un site qui n'existe plus, je crois. La dernière fois, en tout cas, que j'avais essayé de m'y connecter, ça ne fonctionnait plus. Donc, c'était un site qui proposait effectivement des échanges de services entre auteurs. On s'inscrivait, on s'inscrivait dans la liste de ce qu'on pouvait fournir comme service et ce qu'on pouvait demander. Et puis Ok. voilà, c'était de la mise en relation, tout simplement. Ça fonctionnait pas mal, c'était bien. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de site qui existe. Euh, je pense que ça va se développer. C'est Ouais. des choses qui vont. Ouais, 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 ouais. Ça, Donc, du coup, toi, tu fonctionnes avec ton réseau aujourd'hui pour... moi, je fonctionne avec mon propre réseau. Voilà, c'est toujours les mêmes personnes. Et puis, et ça marche bien comme ça. Ok. Par contre, effectivement, je vais l'élargir un petit peu pour vendre mes livres. Je pense qu'effectivement, comme c'est des compétences que j'ai pas, justement, ça peut être intéressant de travailler avec des gens qui savent faire ça. Ok. Ouais. Donc, je commence à réfléchir à ça. Et du coup, tu as choisi de t'auto-éditer, parce qu'on entend parfois que les auteurs auto-édités, ils font ça parce qu'ils ont été rejetés par toutes les maisons d'édition. Moi, je sais d'expérience, parce que je te le disais, les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant. J'ai été avocate pendant une dizaine d'années et notamment spécialiste du droit d'auteur. Et donc, des auteurs de l'édition littéraire, j'en ai vu passer pas mal. Et il y a cette espèce d'a priori que voilà, si tu es auto-édité, c'est parce que tu as été rejeté par les maisons d'édition. Mais c'est pas vrai. Il y a des auteurs qui ont vraiment envie de maîtriser toute la chaîne de production puis de distribution, qui ont envie d'être complètement libres, qui ont envie de vraiment toucher des droits d'auteur et pas juste des clopinettes en rémunération du travail qu'ils ont fourni. Donc pour toi, ça a été un choix aussi. Ça a été un choix. Au début, ça a été un choix, comment dire, j'ai vraiment hésité entre les deux. Je pense que ce qui a penché du côté de la balance auto-édition, c'était, je me sentais pas prêt à parler de mes bouquins en fait. J'étais pas encore, en fait, c'était pas quelque chose que j'assumais complètement. Moi, en fait, j'écris depuis l'âge de 13 ans, mais je l'ai toujours fait en cachette, quoi, jusqu'en 2006 où j'ai ouvert un blog pour commencer à partager des textes, voir comment ça réagissait. J'y suis vraiment allé progressivement. Et mon premier roman, d'ailleurs, il est né sur un blog. Ok, tu as fait de Épisode par l'auto-édition pour pas épisode. faire de promotion. En fait, ouais, c'est un peu ça. Et je pense que, en fait, c'est pas un bon choix parce que c'est un choix que j'ai fait par peur, en fait, quelque part. Alors, par peur, et puis aussi parce que bah, j'ai pas pris le temps mais, euh, mais je voulais pas, en fait. J'ai envoyé mon manuscrit à l'époque à une grande maison à Paris. Ils ont mis 3 mois pour répondre, c'est très long, tout ça. Et plus le temps passait, et plus je croisais les doigts pour qu'ils disent non. Et effectivement, donc, ils ont refusé. Et je me suis dit, bah, tant mieux, comme ça je vais être libre, je vais pouvoir faire ma couverture, je vais pouvoir vivre cette aventure à fond. Et je me suis senti vraiment libéré d'un truc, en fait. Mais c'est normal parce qu'en fait, je ne savais pas encore vraiment qui j'étais. Donc, si j'étais rentré dans une maison d'édition, je pense que j'aurais fait peut-être la même erreur que ce que j'ai pu faire avant dans le monde professionnel, en fait, à finalement me conformer aux attentes des autres. Et j'aurais peut-être pas trouvé ma propre identité en tant qu'auteur. Ça t'a Donc, permis de poser tes propres règles, ouais, c'est ça, ton ouais, autonomie, ouais. tes C'est un règles tous les parcours, jours. c'est un parcours qui est très très riche. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Oui, c'est Et, un véritable parcours d'indépendant. Parmi les indépendants, tu es hautement indépendant. Être auteur, c'est déjà être indépendant, mais auteur auto-édité,
C'est vraiment, pour moi, dans Ouais. l'édition, le Mmh. summum de l'indépendance. Non, effectivement, on est complètement libre. J'ai fait un livre enquête sur l'auto-édition. Il y a 130 auteurs qui avaient répondu et je leur demandais pourquoi ils avaient fait ce choix-là ou en fait pourquoi, est-ce que c'était un choix déjà? Et effectivement, la grande majorité des auteurs, répondaient que c'était pour être libre. C'était vraiment ça. Et il y avait notamment des auteurs qui étaient édités avant, de manière traditionnelle et qui avaient fait le choix en fait, de venir à cette auto-édition à travers de laquelle ils pouvaient vraiment se sentir libres d'écrire ce qu'ils voulaient. Et enfin, je trouve ça assez riche d'ailleurs parce qu'on peut tenter des mélanges de genres. Moi, c'est un peu ce que je fais. En fait, mes livres, ils sont dans plusieurs catégories. J'ai du mal à mettre une étiquette, en fait. Et pour une maison d'édition, c'est très complexe parce que eux, pour vendre le livre, ils ont besoin de mettre une étiquette. Ils savent pas sinon. Ils savent pas faire. Ça reste un système encore très traditionnel de cases, d'étiquettes, c'est traditionnaliste aussi, c'est comme l'école, c'est voilà, c'est des programmes pour entrer dans les cases. Et si toi, tu es un petit peu original et que tu es un peu horizontal, transversal, diagonal, le tout en même temps en 3D, euh, Ils savent pas où on est, ils savent pas identifier ça et donc ils sauront pas bien le vendre parce que ils comprennent pas quelque part. Ou s'ils le comprennent, ils ont vraiment besoin que ça rentre dans une case bien précise. Si c'est un livre humour, moi mon premier roman il était humour, mais aussi un peu philo, un peu éveil de conscience. Donc il y avait un mélange des genres déjà qui était un peu qui hmm, n'était pas très normal. Moi, je connais une auteure qui avait expérimenté un mélange de genres en auto-édition. Elle avait fait du roman policier humoristique. Et elle m'avait raconté que pour un éditeur, mais c'était invendable en fait, il ne ouais. pouvait pas prendre ce risque-là. C'était l'un ou l'autre, mais les deux, c'était pas possible. Et en fait, c'est ce qui est intéressant parce qu'en auto-édition, on ouvre des pistes en fait. On y va, on est libre et je trouve ça très très riche. Quoi. Il y a un Et côté éclaireur, ouais, c'est ça, ouais. Et pionnier, aujourd'hui, je éclaireur. pense que les grands éditeurs et les petits aussi, mais surtout les grands éditeurs ont très bien compris ce qui se passe. Ils en parlent pas trop parce qu'ils ont l'impression, enfin, dans la tête des gens, on a l'impression que auto-édition, c'est anti-édition, alors que c'est vraiment pas ça. Mais les grands éditeurs, en fait, il faut savoir qu'ils regardent exactement, mais à la loupe, ce qui se passe en fait, dans cet énorme vivier créatif, parce que ils regardent s'il y a des livres qui montent dans le top 100 sur Amazon, ils regardent ce qui se passe, combien de temps ça reste, et c'est comme ça qu'ils repèrent d'ailleurs leurs jeunes auteurs. Ils font des Ouais, propositions directement comme ça. c'est ça, tu disais qu'il y a des auteurs qui avaient été édités, qui ont choisi de passer vers l'auto-édition, mais il y a des auteurs auto-édités qui ont été rattrapés par les maisons d'édition aussi Oui, et oui, qui les ont signés par la suite. Ouais. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas de case où, enfin voilà, on n'est pas forcément dans une case. C'est pas parce qu'on travaille avec un éditeur qu'on n'a pas droit d'être auto-édité et inversement. Voilà, Non, ça va ça vraiment dans dépend de les la deux sens. négo qu'on fait au niveau du contrat d'édition aussi. Et là, je vous renvoie à des professionnels là-dessus parce que c'est le contrat d'édition. Quand on a un éditeur qui nous appelle, on est tout content. On se dit c'est bon, je signe quelles que soient les conditions. Et puis après, au fur et à mesure, on se rend compte que on aurait peut-être dû négocier deux, trois trucs quand même. C'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Et là Euh, encore, ça demande des compétences. C'est le grand challenge de l'indépendant, c'est qu'en tant qu'indépendant, bah, il doit s'occuper de toutes les étapes. Alors quand on est dans l'édition, bah, c'est passer par l'écriture, mais aussi la mise en page, la couve, la relecture, le résumé, la diffusion, contacter les libraires, les plateformes, faire ses présentations, etc. C'est gérer les retours, tout ça, c'est job. Ouais, ouais, un c'est clair. sacré boulot. Et puis, quel que soit le boulot quand on est indépendant, moi je fais de l'accompagnement, c'est pareil, il faut que je gère le côté administratif, le côté commercial, le côté marketing, le côté vente, le côté juridique. Donc c'est vraiment, quand on est indépendant, il y a ce on a appelé des compétences entrepreneuriales à avoir en Ouais, c'est ça. plus de son cœur de métier. Ouais. Et ça, il faut bien en avoir conscience quand on se Ouais. lance là-dedans aussi, sinon c'est comme ça qu'on se fait rattraper. Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, Charlie, si toi, tu avais un conseil à donner à un zèbre qui a envie de se lancer dans l'indépendance et notamment dans l'écriture, puisque c'est ta forme d'indépendance, ce serait lequel?
Le travail sur soi, hein, Mmh. j'en viens à ça quand même. Je pense que, la clé, en fait, c'est ça. Si on ne se connaît pas vraiment, tu parles effectivement des différentes compétences qu'il faut avoir quand on se lance, comme travailleur indépendant. Si on n'est pas conscient de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, ça peut être compliqué Mmh. et on peut s'en rendre compte après, quoi. Et conscient de ce qu'on croit qu'on est capable ou pas capable de faire, en Oui, plus, qui est pas c'est ça, ouais. forcément la même chose que ce qu'on Ouais, est ouais, tout à vraiment fait, ouais. capable de faire. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et après pour l'écriture, un zèbre en écriture, ben, il faut carrément foncer. Il faut carrément foncer. Aujourd'hui, avec internet, c'est vraiment facile, en fait, on a effectivement tous les outils pour faire ça. Pour revenir à mon premier roman que j'ai commencé à publier sur un blog, je ne savais pas que ça allait devenir un roman. Je me suis fait plaisir, j'avais contacté un illustrateur à l'époque. J'aimais bien, en fait, ce qu'il faisait et je lui ai dit: «Bon, ben, voilà, j'ai un roman qui est quasiment écrit». Bon, j'ai un petit peu bluffé. En réalité, je savais très bien qu'il y avait les 2 tiers à mettre à la poubelle. Mais bon, j'ai envoyé le premier tiers que j'allais conserver. Il a accroché et puis, on s'est lancé dans une aventure. Ça a duré, plus d'un an et demi. 2-3 épisodes par semaine. On s'est éclaté comme ça et c'est les lecteurs qui venaient de plus en plus nombreux et qui accrochaient et qui, à la fin, ont dit: «Mais ça, il faut le sortir, en fait». Mais, à la base, c'était juste une aventure sur un blog. Se lancer, se faire plaisir alors, en Ouais, se faire en plaisir. en Se faire apprenant. plaisir, c'est la clé, je pense. Ouais. Ouais, ça, ouais, je pense que tu as complètement raison. Se faire plaisir, c'est la clé et pour savoir, ce qui va nous faire plaisir, effectivement, il faut se connaître. Se Mais, connaître se et faire plaisir, expérimenter c'est la aussi. base. Ouais. Et pardon, je t'ai coupé, j'ai pas entendu ta dernière, proposition. Je disais, se faire plaisir, c'est vraiment la base. Ouais. C'est ça, ouais. Mmh. Oui, pour moi, c'est la base parce que c'est à partir de là où il n'y aura pas d'efforts ou des efforts, en tout cas, qui n'auront pas l'impression, on ne les vivra pas comme des efforts. Et c'est pour moi là où on sera vraiment dans ce qu'on appelle le flow, donc la fluidité. Et du coup, les choses arrivent très naturellement sans qu'on ait besoin d'aller les chercher avec la force des bras. On se sent aligné, en fait, il y a quelque chose qui se passe de manière très, très naturelle, en fait. On se déconnecte du travail, on est dans une société où travailler, ça il y a une connotation, il faut faire des efforts, en fait, dans le travail. Bon, oui, certainement, mais c'est pas le but, en fait. Si on arrive à effectivement, s'épanouir, prendre conscience de ce qu'on a apporté aux autres, là, il y a plus vraiment de notion de travail parce qu'on se fait plaisir, on s'épanouit et je pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'on contribue vraiment, à faire en sorte que le monde autour de nous, se porte mieux, quoi. Il y a plein de gens qui vont travailler, on les croise dans les voitures, à 7 heures, ils ont une tronche déjà pas possible. C'est quand même compliqué, dans le monde du travail, on y passe quand même énormément d'heures, donc On y toute une passe vie. beaucoup d'heures et parfois pour pas grand-chose. Pour moi, la Ouais. limite, enfin, la bascule, elle se fait quand on passe de l'idée de travail à l'idée de réalisation. Mmh. Puisqu'on peut passer des heures à travailler et à pas produire, réaliser grand-chose ou se réaliser, alors qu'en se faisant plaisir avec quelques petits trucs chaque jour, on peut progressivement déjà réaliser une œuvre dont on n'avait même pas idée qu'elle allait se créer et se réaliser soi-même, tout simplement. Réaliser ce qu'on est venu faire ici, peut-être, Ça, ouais. ce qu'on a de plus beau à partager avec les autres aussi. On avance petit à petit comme ça, en posant une pierre après l'autre, effectivement, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble, au final à enfin, on en tire une certaine fierté, mais c'est pas une fierté, par rapport au regard des autres, en fait. C'est vraiment par rapport à soi. Mmh, On se sent aligné, on se sent bien, en fait. mmh, Mmh. c'est ça. J'aurais pas dit mieux, c'est exactement ce que j'amène les gens à faire, trouver cet alignement intérieur pour pouvoir ensuite aller le manifester à l'extérieur, parce que pour moi, ça marche dans ce sens-là, même si c'est des allers-retours permanents. Hein. C'est pas un jour on a trouvé l'alignement et puis le lendemain c'est bon, on peut aller au monde et tout va bien se passer pour le reste de Non. la vie. C'est pas comme ça que ça marche. On enlève les couches au fur et à mesure, on réaligne, on change, on évolue, mais en tout cas, on avance dans une direction qui nous correspond, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mmh. On garde le cap, effectivement. Bon, après, il peut y avoir, même des grosses tempêtes, mais bon, c'est comme ça.
on, on garde le cap quand même. Même si ça prend un peu plus de temps, si à un moment donné on s'est un peu écarté, on y revient, on sait où on va, quoi. Mmh. Quand on va travailler au final pour une autre personne euh, et qu'on y consacre toutes ses journées, son énergie, ses émotions, parce qu'au final on en perd le sourire, euh, on ne réalise pas son rêve, on réalise le rêve d'un autre. On se fait esclave en fait. Une vie, c'est pas ça. C'est important une vie. Enfin, moi, je me suis rendu compte que j'ai trop vécu effectivement à côté de la vie qui me convenait, tout simplement. Vivre sa vie, ne pas vivre la vie d'un autre. Ouais, c'est Belle ça. conclusion, ça. Mm. Merci Charlie pour cet échange très riche. Merci d'avoir balayé avec moi Merci tout à cet toi. éventail de sujets qui concernent, à mon avis, pas mal de zèbres et d'indépendants en général. Un grand merci et j'espère avoir le plaisir de te revoir très bientôt. Bah écoute, en fait, c'est moi. Je te remercie pour ça. C'est parti peut-être un peu dans tous les sens. C'est vrai que je fonctionne comme ça, comme tous les zèbres. Les zèbres savent que nous, quand on a un point qui s'allume, il y en a, pouf, il y en a 20 autour qui s'allument en même temps. Donc, on a du mal à rester très, très linéaire. Mais c'est pas. Autant avant, je pensais que c'était un défaut, autant je me rends compte que c'est précieux en fait. Mm. Donc, ouais, voilà, foncez. Ouais, si, c'est une belle richesse et on avait prévenu, hein, conversation entre zèbres. Les zèbres savent que ça peut partir dans tous les sens. Ça. J'espère que ceux qui nous écoutent auront pris du plaisir à entendre ce partage et auront peut-être trouvé quelques clés pour avancer sur leur J'espère. chemin aussi de zèbres indépendants. Un Ben, grand merci. merci. À Merci à toi. bientôt.